Alors le voilà enfin, ce magnifique nouveau Lightroom version 10. Il est arrivé avec pas mal de petites nouveautés, même si personnellement j'en attendais d'autres qui ne sont pas là, qui viendront probablement par la suite. On verra bien. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, première petite précision. Comme à chaque grosse mise à jour de Lightroom, eh bien, il y a des modifications au niveau des contraintes du matériel qui peut permettre de faire fonctionner cette nouvelle version. Donc, on va tout de suite parler de ça parce que c'est le sujet qui fâche. Donc, premièrement, pour Windows, il n'y a plus que Windows 10 version 19.03 ou supérieure qui est supportée. Il faut au minimum 8 Go de RAM et il faut une carte graphique avec au moins 2 Go de VRAM embarqué. Donc ça commence à être des configurations un petit peu costauds. C'est plus n'importe quel ordinateur qui peut prendre en charge cette nouvelle version de Lightroom. Ça peut être un peu dommage. Sur Mac, pareil, il y a du changement aussi. La version la plus ancienne de macOS qui est supportée, c'est la 10.14, appelée aussi Mojave, ou des versions ultérieures. Idem que pour Windows, 8 Go de RAM minimum, et pareil aussi au niveau de la carte graphique, 2 Go de VRAM minimum. Donc voilà, vous voyez aussi qu'en termes de puissance conseillée, on recommande déjà 16 Go de RAM, 4 Go de VRAM au niveau de la carte graphique. Voilà, moi la mienne elle fait que 3, donc je suis déjà un petit peu à la limite on va dire, et il faudra peut-être pour les prochaines versions de Lightroom que je songe à muscler un petit peu ma configuration. Autre chose qui est nouvelle, c'est quand on démarre Lightroom 10 pour la première fois, on va voir arriver ce joli petit écran avant même que le logiciel démarre complètement, où on vous dit que votre catalogue sera mis à niveau afin d'accéder aux dernières modifications apportées à cette nouvelle version de Lightroom classique. En gros, ce qui change, c'est que désormais, pour chaque version de Lightroom, vous allez avoir dans le nom de votre catalogue le rajout de cette version, du numéro de la version. Donc c'est ce qu'on voit ici. Moi, mon catalogue, je m'étais pas cassé la tête, j'avais gardé le nom que Lightroom vous propose d'origine, donc à savoir Lightroom Catalogue.lr4, ce que doit être votre cas aussi, sauf si vous l'avez renommé. Et vous voyez que le catalogue mis à niveau va s'appeler Lightroom Catalogue-V10, qui correspond donc à cette version 10. Quand il y aura la version 11, je suppose que le catalogue sera renommé V11. Alors, vous cliquez sur Mettre à niveau. Ça prendra pas très longtemps. Moi j'ai un catalogue avec pratiquement 50 000 photos et au final ça s'est fait en moins de 15 secondes, donc c'est pas très long, ça se passe relativement bien. Par contre, ce que je vous conseille de faire immédiatement dans la foulée, c'est de provoquer en fait une sauvegarde de votre nouveau catalogue renommé. Parce que si vous deviez avoir un petit problème, il va y avoir comment dire, une incohérence entre le nouveau nom de votre nouveau catalogue et les catalogues qui ont été sauvegardés précédemment qui ne portent pas cette mention "-V10". Donc comment procéder? C'est très simple, vous allez dans Édition, vous allez dans Paramètres du catalogue, et ici, vous avez une configuration par défaut. Moi, en l'occurrence, c'est une fois par semaine à la fermeture de Lightroom. Mais là, en fait, pour être tranquille, ça va être, je vais passer à la prochaine fermeture de Lightroom. En faisant ceci, quand je vais fermer mon Lightroom, immédiatement, la sauvegarde va se faire avec le nouveau nom du fichier qui portera bien ce "-V10". Voilà. Et comme ça, je suis tranquille, mon catalogue est sauvegardé au dernier état. La prochaine fois que je redémarre Lightroom, je rechangerai le paramètre pour remettre ce que j'avais avant, à savoir une fois par semaine à la fermeture de Lightroom. Voilà pour cette partie-là, ça vous permettra d'être tranquille sur cet aspect des choses. Voilà. Alors, au niveau des nouveautés, qu'est-ce que nous avons au programme? Bien, différentes choses. Alors, comme d'habitude, vous allez retrouver des nouveaux boîtiers pris en compte, des nouveaux objectifs. Ça, c'est les grands classiques, on va dire. Ça se passe aussi à chaque mise à niveau mineure. Par contre, nous avons des choses un petit peu plus sympas dans les nouveautés. Alors,
quand vous démarrez le logiciel pour la première fois, vous avez cet écran qui arrive après l'écran de mise à jour du catalogue. Donc on nous dit bienvenue. On vous parle d'étalonnage de couleurs. Alors très bizarrement sur ma version, vous voyez que c'est pas écrit étalonnage de couleurs, il y a marqué encore la version anglaise. Alors, je suppose que c'est un petit bug de traduction qui va se corriger dans le temps. Ici il y a écrit color grading, mais c'est bien de ça dont on parle. La prise en charge GPU des formes et des dégradés. Donc ça c'est en fait tout ce que vous allez utiliser ici comme outil avec le dégradé, le filtre gradué, pardon, le filtre radial et les pinceaux de réglage qui vont utiliser en fait votre carte graphique pour être un petit peu plus efficace et plus rapide. Le zoom qui est amélioré, alors ça on va faire une démo tout de suite après pour vous montrer ce que ça veut dire. Un mode Live View intégré pour Canon. Alors en gros, on pouvait déjà faire de la capture connectée avec Lightroom, avec certains boîtiers Canon et Nikon. Là, en plus pour les Canon, et je pense que ça viendra pour les autres aussi à terme, on va avoir un mode Live View directement, c'est-à-dire que lorsque vous serez en prise de vue connectée, vous allez voir en temps réel ce que l'appareil voit, et vous allez pouvoir faire vos réglages directement sur Lightroom. Voilà. Les réglages de prise de vue. Et la dénomination des catalogues, ça on l'a vu juste avant. Voilà, ça c'est, on va dire, les grosses nouveautés. Alors, venons-en tout de suite au zoom. On va commencer par ça, si vous voulez bien. Alors la première modification, c'est si vous montez là-haut. Ici, avant, vous aviez 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 4, vous aviez aussi 2 sur 1, 4 sur 1, etc. Maintenant, on a une échelle en pourcentage et pas en rapport de ratio de grandissement ou de diminution de taille. Là, c'est du pourcentage et ça varie alors sur des écrans préétablis qui vont de 6% jusqu'à 1600%, mais vous inquiétez pas, on peut faire aussi des valeurs intermédiaires et vous voyez bien ici que j'ai 133,5%, ce qui ne correspond à rien de ce qui est déjà préétabli là. Donc je peux soit cliquer directement sur quelque chose comme ça et avoir ma vue correspondante, mais je peux aussi tout simplement cliquer directement sur la photo. Donc là je suis en mode adapt, c'est-à-dire que ça va occuper la plus grande partie possible de l'écran qui est disponible. Si je clique ici sur 100%, j'arrive tout de suite dans une vue à 100%. Alors ça c'est sympa, hein, on a le 100% tout de suite, on revient en arrière, on retourne, etc. Ça c'est le grand classique. Notez aussi que si je déplace ma souris et que je me mets par exemple sur la fenêtre de cette voiture ici, si j'appuie, ça va centrer en fait mon zoom sur cette partie là. Si je viens sur la roue A ici, c'est la roue qui va être centrée. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est assez rapide, on clique, bim, on est à 100% sur un détail, on revient en arrière, l'affaire est réglée. Maintenant, dans les nouveautés, vous avez ceci. Si vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier, vous voyez que la forme de ma souris change légèrement. J'avais juste une loupe, quand j'appuie sur contrôle et que je maintiens contrôle appuyé, j'ai un petit quadrillage, un petit carré quadrillé qui apparaît. Ça va me permettre de définir une zone sur laquelle j'ai envie de zoomer. Donc par exemple, je veux zoomer sur mes deux bonhommes qui regardent au loin et la fenêtre, on va dire ça comme ça, la vitre, le pare-brise de ma voiture. Donc je vais prendre une zone qui va ressembler sensiblement à ça, je relâche et ça va zoomer sur cette zone que je viens de définir. Je fais un clic, bim, je reviens en arrière, je réappuie sur contrôle, je définis une nouvelle zone, par exemple on va prendre ça, je lâche et ça zoome immédiatement là-dessus. D'accord? L'autre possibilité, ça va être d'appuyer sur la touche Shift de votre clavier, la touche majuscule, et regardez comment ma loupe évolue. Et là, le plus à l'intérieur de la loupe disparaît. Par contre, j'ai deux flèches qui apparaissent, une vers la droite, une vers la gauche. Donc tout en maintenant Shift appuyé, je vais pouvoir simplement aller vers la gauche pour diminuer le zoom et vers la droite pour l'augmenter. Idem, en fait, si vous vous centrez, vous définissez une zone au départ, par exemple je prends la roue, j'appuie sur Shift, et maintenant je vais vers la droite, je grandis en centrant mon grandissement à peu près sur la roue. Donc l'endroit
où vous commencez en fait votre glissement de souris, ça va être l'endroit à peu près centré de votre zoom. Donc on prend la portière par exemple et on zoome ici comme ça, ou je reviens en arrière. Et donc ça va me permettre, vous voyez ici si vous regardez de ce côté-là, ça va me permettre d'avoir une valeur de zoom intermédiaire en dehors de ceux qui sont déjà préétablis qu'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Voilà, c'est assez simple. Comme toujours aussi, vous pouvez ensuite, une fois que vous avez défini un zoom, directement venir dans cette petite fenêtre là-haut à gauche, choper votre rectangle, donc vous cliquez gauche à l'intérieur du rectangle, et puis tout en gardant votre clic gauche appuyé, vous vous déplacez pour aller à un endroit plus précis de l'image. Voilà. On reclique un coup à gauche au centre, enfin sur l'image, et ça nous permet de dézoomer et d'avoir de nouveau une vue en mode adapt. Voilà. Donc voilà les petites modifications par rapport au zoom. C'est assez sympa, assez rapide. Une fois qu'on a pris l'habitude, donc c'est, je rappelle, la touche contrôle ou commande sur Mac qui permet de dessiner un rectangle ou un carré sur lequel on va zoomer, ou alors la touche majuscule ou Shift en anglais qui vous permet d'avoir cette possibilité de glisser vers la gauche ou vers la droite pour zoomer ou dézoomer. Voilà, c'est plutôt sympa. Maintenant, on arrive à cette grosse nouveauté qui est donc l'étalonnage de couleurs et qui ici à tort est appelé Color Grading. Donc si je clique là-dessus, je vais découvrir un nouveau menu, une nouvelle interface. Pour mémoire, ça remplace ce qui s'appelait avant le virage partiel. Donc c'est une autre variante du virage partiel. Donc pour mieux vous expliquer comment tout ça, ça fonctionne, je vais utiliser cette image qui est en fait un gradué de gris qui va du noir absolu au blanc le plus pur et avec toutes les nuances de gris qui peuvent exister entre tout ça. Donc premier truc, on va tout de suite aller tout à droite sur cette icône-là et vous voyez que vous avez un petit menu contextuel qui apparaît pour dire global. Alors, on va là-dessus et on va découvrir qu'on a une seule roue qui apparaît, donc avec un point au centre qui pour le moment est sur une couleur blanche et on va cliquer dessus et on va s'éloigner du centre. Alors je vais partir vers la droite pour aller vers les rouges. Regardez ce qui se passe. Alors vous notez aussi que vous avez ici cette petite boule de couleur qui va tourner autour du cercle et qui va représenter la couleur que vous êtes en train de choisir. Donc là, je suis bien dans les rouges. Par contre, je suis sur un rouge peu saturé. Si j'augmente et que je me déplace, donc je reste en fait sur le rayon. J'ai toujours cette même couleur rouge, mais par contre, vous voyez que j'augmente la saturation pour aller jusqu'à l'extrême. Quand je suis complètement à la limite extérieure du cercle, j'ai une saturation de 100% de ce rouge. D'accord ? Et vous voyez que ça s'applique à toute l'image, sauf au tout blanc qui va rester tout blanc évidemment, et au tout noir qui va rester tout noir aussi. On ne peut pas influencer un blanc pur ou un noir pur avec une couleur. Par contre, on influence toutes les nuances de gris qui sont entre les deux avec ce rouge. Donc ça correspond en fait, si vous voulez, sous d'autres logiciels comme par exemple On1 Photoro, à une notion de filtre de couleur. Donc on peut choisir une couleur comme ça qu'on va appliquer à toute la photo. Donc vous avez vu que pour choisir la couleur, bien on se déplace en fait dans le cercle. Donc là je suis parti sur un rouge, mais je pourrais très bien aussi choisir par exemple un vert. Voilà. Et pour choisir la saturation de cette couleur, on se déplace le long de l'axe. Vous voyez que c'est pas forcément évident de rester, quand j'ai choisi une couleur, je veux conserver cette couleur, mais je veux juste changer la saturation, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors, pour faire ça, vous appuyez sur la touche Shift ou majuscule de votre clavier, et vous voyez apparaître un rayon. Là, je ne fais rien avec ma souris, c'est juste que je maintiens majuscule appuyé. Et ça va me permettre, si vous voulez, de conserver cette couleur que j'avais choisie et de ne plus que travailler sur la saturation. Voilà. Donc une fois que j'ai une saturation qui me convient bien, je m'arrête, je relâche mon clic gauche de ma souris et là j'ai ma valeur de saturation. Maintenant admettons que la saturation me convienne mais que finalement c'est pas tout à fait cette couleur là que je voulais mais plutôt un bleu mais avec le même taux de saturation. À ce moment là ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur CTRL ou commande sur Mac et ça va dessiner, vous voyez, le rayon. Donc ça va faire que quand je vais bouger maintenant ce point-là avec ma souris, je ne vais pas pouvoir quitter
ce rayon, donc cette valeur de saturation, par contre, je vais pouvoir faire évoluer la couleur. Donc par exemple, partir sur quelque chose de plus bleu ou de violet, de rouge, de jaune, etc. Donc on garde la même saturation, mais on fait varier la couleur. Et avec, ça c'est contrôle, et avec majuscule, on garde la même couleur, mais on fait varier la saturation. Et vous avez une dernière réglette juste là en dessous, qui est la luminance, donc qui va vous permettre de régler la luminance de cette couleur que vous avez choisie. Donc vous avez choisi la teinte, la saturation, reste la luminance. Donc on retrouve bien le triptyque TSL, hein, qu'on avait aussi un petit peu plus haut ici, hein, dans les tonalités. Alors ici je suis en noir et blanc donc je ne l'ai pas, mais sur une photo couleur vous l'auriez. Donc ici si je prends la luminance, je vais me déplacer vers la gauche, j'assombris, je me déplace vers la droite, et je rends la luminance plus claire tout simplement. Alors pour mémoire aussi, si vous voulez réajuster ou remettre à zéro un curseur, une réglette, c'est très simple, on double-clique sur le nom et ça vous remet en valeur 0, ou alors vous tapez ici 0 dans la case, ça c'est une autre solution. Idem ici pour revenir à 0, donc c'est-à-dire remettre notre curseur pile poil au centre, donc plus de couleurs sélectionnées, il n'y a plus d'effet, mais il suffit simplement de double-cliquer sur le mot global. On fait ça, et là, tout se remet à 0, et vous voyez que votre image, elle est de nouveau des nuances de gris qui vont du noir au blanc. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la première roue, c'est la première possibilité pour faire des réglages. Ici, on applique une seule teinte à l'ensemble de l'image, donc c'est un genre de filtre de couleur. Maintenant, on va rentrer dans les trois autres roues, puisqu'on a cette roue globale, mais on a une roue aussi pour les tons foncés, une roue pour les tons moyens et une roue pour les hautes lumières. Alors prenons les tons foncés pour commencer, si vous voulez bien. Voilà. C'est exactement la même roue, avec exactement les deux possibilités que je vous ai montrées avant, sauf que, au lieu de s'appliquer à toute l'image, ce qui va se faire ici, c'est que ça va s'appliquer simplement aux tons les plus sombres. Alors, prenons pour exemple on va prendre un bleu foncé. Voilà. Donc ici, et je vais garder à peu près ça comme référence. Et vous voyez que le noir n'est pas impacté, comme toujours, mais qu'à partir du moment où on est dans des gris foncés, jusqu'à des gris à peu près moyens, on a bien cette nuance de bleu qui apparaît. Je prends maintenant les tons moyens. Nouvelle roue qui commence à 0, pour le moment il n'y a rien. Je vais par exemple prendre un vert. Voilà. Et puis la troisième roue, les hautes lumières, je vais prendre par exemple un rouge. Et vous voyez ici qu'on a effectivement travaillé sur les tons sombres, les tons moyens et les tons clairs en introduisant des nuances de couleurs qui sont bien séparées. Et maintenant, c'est là qu'on va commencer à pouvoir jouer avec tout ça, et notamment sur ce mode de fusion et sur la balance. Le mode de fusion, qu'est-ce que c'est? Si j'emmène là pour le moment je suis à 50%, donc par défaut c'est quelque chose de moyen. Si je descends à 0%, j'augmente en fait l'importance de mes tons moyens qui vont déborder plus vers les ombres, vers les tons sombres et vers les hautes lumières. Au contrario, si je vais à 100%, j'élimine complètement ces tons moyens et je ne me retrouve plus qu'avec d'un côté des tons sombres et de l'autre côté des hautes lumières. Et entre les deux, mes tons moyens ont complètement disparu. Il n'y a plus d'influence de vert ici. Ça, typiquement, c'est la configuration que vous aviez avant quand vous étiez en mode virage partiel. Rappelez-vous, quand vous étiez en virage partiel, vous pouviez injecter une couleur dans les hautes lumières et vous pouviez injecter une autre couleur dans les tons sombres. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. J'ai une couleur dans les tons sombres et j'ai une autre couleur dans les hautes lumières. Voilà. Donc je suis dans la configuration de mon virage partiel d'avant. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si vous avez des pré-réglages qui existent, qui sont des paramètres prédéfinis que vous avez, qui travaillent avec le module virage partiel, c'est pas bien grave parce que ça pourra toujours faire le même effet. Tout ce qui va se passer, c'est que la fusion sera montée automatiquement à 100% et puis vous aurez vos deux couleurs qui seront appliquées ici au niveau des roues, mais ça change strictement rien. La balance, c'est simplement pouvoir décider qui influe le plus entre les tons sombres et les tons
les plus clairs. Les tons moyens ici n'ont absolument rien à dire. Donc si je tourne ma balance vers la gauche, vous voyez que c'est mon bleu qui domine et qui empiète en fait sur les tons clairs, et au contraire, si je vais dans l'autre sens, c'est mon rouge qui va empiéter sur les tons sombres et qui va diminuer la part de bleu, tout simplement. Alors là, j'étais en fusion 100%, donc mes tons moyens ont complètement disparu, mais si je les réactive au maximum, donc en me mettant en fusion 0, là j'ai des tons moyens très très présents. Pour autant, quand j'augmente ma balance, vous voyez que je pousse mes tons moyens, il reste plus grand chose, c'est vraiment bien le bleu qui domine, et si je vais dans l'autre sens, pareil, je pousse, il reste un petit peu de vert, mais c'est vraiment les rouges. Donc d'un côté comme de l'autre, la balance, c'est bien les couleurs extrêmes qu'on a rentrées soit dans les hautes lumières, soit dans les basses lumières, qui vont pousser et comprimer tout le reste et prendre la main là-dessus. Pareil, on veut revenir à 0. Pour avoir le mode par défaut, on double-clique sur les noms. Alors maintenant, dernier point. On a vu qu'on pouvait s'aider au niveau de cette roue en utilisant la touche CTRL ou commande pour Mac sur votre clavier, ou la touche majuscule pour bloquer un des paramètres et pour pouvoir plus facilement ajuster le reste. Mais vous avez le droit aussi de penser que ces roues c'est bien mignon, mais que c'est pas votre truc et que vous préférez utiliser des réglettes. Eh bien ça reste possible, tout simplement en venant cliquez ici sur ce petit triangle qui pour le moment est tourné vers la gauche. Si vous cliquez dessus, vous allez le faire pivoter vers le bas et vous faites apparaître deux réglettes supplémentaires, la teinte et la saturation. Ça veut dire que on peut au choix se balader ici au niveau de la teinte et vous voyez que ça fait bouger votre curseur de teinte. Alors, pour bien faire, je vais appuyer sur CTRL, comme ça, je bloque ma valeur de saturation. Vous voyez que quand je bouge, cette réglette ne bouge pas maintenant, puisque je la tiens, je la bloque, et que c'est bien juste la réglette de teinte qui bouge. J'appuie sur majuscule, je bloque ma teinte, elle ne bougera pas. Par contre, vous voyez que c'est que la réglette de saturation qui bouge. Ça veut dire qu'on peut aussi faire, justement, travailler que sur la saturation ici. Et vous voyez qu'en même temps, ça fait bouger mon petit cercle dans ma roue, où je peux que travailler sur la teinte comme ça. Alors, on peut au choix bouger la réglette rapidement, changer la valeur à la main ici si on la connaît. Et je vous rappelle qu'on a toujours aussi la possibilité, en appuyant sur la touche majuscule de votre clavier, de bouger beaucoup plus doucement les réglettes. Ce que je vous dis là, c'est valable dans tous les réglages de réglettes. Si vous voulez faire un réglage précis, vous appuyez sur la touche majuscule, tout simplement, et ça marche. Donc, comment on va concrètement utiliser ce nouvel outil? On va voir ça sur une photo que je vais prendre, que je vais sélectionner ici. Alors, oh, que se passe-t-il? Eh bien, mon nouvel outil d'étalonnage de couleurs a disparu et vient d'être remplacé par virage partiel, l'ancien outil. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'ici on a affaire à une ancienne photo qui a déjà été traitée par le passé. Alors vous voyez ici la date de prise de vue, hein, on est en 2011. C'est une photo qui a été traitée à l'époque avec un Lightroom, pas cette version actuelle. Et donc il a gardé ça en mémoire et il reprend les anciens modes, vous avez les anciens réglages du Lightroom de l'époque. Alors comment on se remet au goût du jour? On va tout simplement cliquer ici sur étalonnage et vous voyez ici qu'il y a processus et que la version pour le moment c'est la version 2. Donc si je clique là-dessus, vous voyez qu'il y avait une version 1, une version 2, 3, 4 et la 5 c'est l'actuelle. Donc si je mets version 5 actuelle, regardez ce qui se passe. Virage partiel vient de changer de nom. Ma photo a légèrement évolué. Et donc là, si je reviens ici, j'ai bien mes roues de couleurs qui sont là, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc, on va pouvoir maintenant travailler individuellement chaque type de teinte qu'on va injecter dans les ombres, dans les tons moyens et dans les hautes lumières. Vous voyez qu'ici, pour le moment, je n'ai que des ombres et je n'ai que des hautes lumières, tout simplement parce que je suis sur mon ancien processus, donc j'étais bien avec un virage partiel où on rentrait que ces deux couleurs-là. Et vous voyez aussi que mon mode de fusion est à 100%, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc déjà, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est remettre ce mode de fusion à 50%, comme ça, ou en double-cliquant tout simplement sur le mot fusion, ce qui va nous permettre de pouvoir rentrer
les tons moyens et de les avoir bien en considération. Alors au choix, vous y allez à la roue ou vous y allez tout simplement avec les réglettes. Moi j'aime bien les réglettes en fait, vieille habitude, donc on va partir là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut introduire comme couleur sur les tons moyens? Déjà des tons moyens, il n'y en a pas tant que ça sur cette image, mais on va partir, allez, admettons un vert, on va monter la saturation pour pouvoir voir ce que ça fait. Alors voilà, si je pars, je vais peut-être rester sur les jaunes ici. On va rester sur les jaunes ici, par là, comme ça. Un petit peu diminuer la saturation. Je vais reprendre mes ombres, et mes ombres, peut-être les saturer un peu plus fort, comme ça. Et je vais partir sur les bleus, comme ça. Voilà. Et mes hautes lumières, je vais peut-être un peu aller dans les rouges. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne quand j'augmente la saturation. Et voilà. Donc, si on reprend la version couleur, ma version noir et blanc, en avant-après, avec cette petite teinte que j'ai rentrée là, voilà ce que ça peut donner. C'est plutôt sympathique, je trouve. Donc ça vous donne des possibilités créatives un petit peu plus fortes et un petit peu plus larges que ce qu'on pouvait faire avant, avec en plus ce troisième paramètre qui concerne les tons moyens. Donc voilà, au niveau des nouveautés, donc moi je peux pas vous montrer le mode connecté avec Canon puisque j'en ai pas. Ceux qui en ont et qui ont déjà pu jouer avec le mode connecté avant de Lightroom devraient apprécier le changement avec ce mode Live View en direct. Moi j'ai pas ça, donc je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Donc voilà, pour moi c'est tout. Alors mon regret aujourd'hui c'est tout simplement que Lightroom ne considère toujours pas les luttes. Alors aujourd'hui c'est possible de faire une bidouille avec Photoshop. On passe par Photoshop, on applique un LUT sur une photo, on en fait un pré-réglage qu'on réimporte dans Lightroom, mais bon c'est très compliqué et c'est pas du tout sympa. On verra par la suite si Lightroom intègre un mode LUT directement, ce que j'espère, parce qu'aujourd'hui tous ces concurrents savent le faire, donc c'est assez étonnant qu'ils aient pas pris ça. Maintenant, avec ces trois roues de couleurs, vous avez quand même des possibilités pour faire de l'étalonnage assez précis. Et on se rapproche effectivement de ce qu'on peut obtenir avec des luttes préétablies. Bon, l'avantage des luttes, c'est que c'est déjà pré-réglé et qu'il suffit simplement de l'appliquer. Je doute pas par contre qu'on verra arriver des presets rapidement sur le marché qui se baseront sur les possibilités de cet étalonnage pour vous proposer des rendus de couleurs un petit peu différents. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette nouvelle version de Lightroom classique version 10. À bientôt.